10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que vous allez bien, nous allons bien également. Alors, on dit que la belle journée, ça s'annonce dès le matin. Je suis sûre que votre journée, elle sera tout simplement époustouflante. Ici, c'est la Rosée Matinale, votre nouvelle émission matinale. Nous sommes là pour égayer vos matinées d'information, de distraction, de divertissement et bien d'autres choses encore. Nous serons là avec vous de lundi à vendredi, de 6h à 7h30 minutes. Ce sera donc 1h30 minutes de pur délice avec vous, 1h30 minutes d'intimité chaque matin de lundi à vendredi. Restez connectés, restez branchés, nous revenons après l'Internet. La Rosée Matinale, l'univers du savoir. La Rosée Matinale, l'univers du savoir. 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 Nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée Matinale. Très chers téléspectateurs, je suis avec de charmantes personnes avec moi qui seront là tout le temps pour contribuer à votre bien-être matinal. Nous allons tout de suite nous faire connaître, mais la charité bien ordonnée, commençons par soi-même. Je suis Regina Bétémé, l'animatrice de la Rosée Matinale. À ma gauche, j'ai une très charmante dame. Bonjour Rewena. Bonjour Regina, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Et toi? Je vais bien également. Alors, dis-nous, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu feras? Merci Regina. Je réponds au nom de Bakar Rewena. Je vais vous présenter la rubrique Santé Rose. Très bien, merci Rewena. Je t'en prie. Bonjour. Et à ma droite, j'ai une très élégante dame, comme je le vois là tout à l'heure. Bonjour Bénédicte. Bonjour Regina. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ta journée? Ça va. J'aime... Et tu es très sublime ce matin. Merci. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu feras dans cette nouvelle aventure? Quelle rubrique tiendras-tu? Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de la Rosée Matinale. Ce sera 1h30 de bonheur et surtout de partage. Je vais vous présenter la rubrique Chronique Rose. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. Restez branchés. Alors, le seul coq de la basse-cour. Bonjour Dédlax. Bonjour. Tu es très élégant ce matin, très Merci, mignon, comme d'habitude. Merci. J'espère que ce n'est pas des flatteries. Hein. Non, du tout. Ah, d'accord, je vais bien, je vais super bien. Je vous passe le bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Super Et bien. toi? Voilà, je pète la forme ce matin. Chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte super bien aussi. Moi, c'est Kodio Dela Djaou, ou alias Dédlax, comme tu viens de le dire, D-E-D-L-A-X. Et je vais présenter la rubrique de Web Rose. Alors, on est dans la rosée, tout part du rose. Qu'est-ce que c'est le Web Rose? Restez connectés, restez branchés, ne quittez pas la chaîne. Nous allons en parler tout à l'heure. Je sais que ça, je me dis que ça va être intéressant. Ah Avec oui. toi, c'est toujours comme ça. Ah oui. Alors,
Bonjour Miss Shadia, Bonjour Regina, la comment plus tu charmante vas? de toutes. Je vais très bien, merci et toi? Oui, ça va bien aussi. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Azar Shadia. C'est moi qui va vous présenter la météo chaque jour. Je trouve qu'il est vraiment important de connaître le temps qu'il fait avant de sortir de chez soi. Alors, comme vous l'avez si bien remarqué, les choses sérieuses sont sur le point de commencer. Nous allons revenir après l'intermède pour vous parler de ce que ce sera pour commencer les délices de la journée. La rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. Nous sommes de nouveau ensemble, très chers téléspectateurs. Et bien avant de commencer, nous allons d'abord voir un tout petit peu ce que tout le monde a pris aujourd'hui comme petit déj. J'en connais qui sont très fans de nourriture, donc je crois qu'on va commencer. Je crois qu'on va commencer par là. Et c'est vrai, là tout de suite, je vois tout le monde a quelque chose à sa droite ou à sa gauche. Je ne sais pas si vous en avez pris avant de venir, mais j'aimerais bien savoir. Et puis j'aimerais aussi savoir vos goûts. Voyez un tout petit peu ce que vous aimez prendre, ce que vous n'aimez pas prendre le matin et ce qui devrait être pris. Je commence par qui? Je commence par Miss Santé Rose. Alors Regina, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Je vais bien également. Moi, j'aime prendre beaucoup la bouillie. J'aime beaucoup prendre la bouillie. Après africaine. Oui. C'est intéressant. Et aujourd'hui, malheureusement, tu n'as pas de bouillie là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de souci. Alors, Miss Shadia, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors moi, les matins, j'aime bien prendre des croque-monsieur. Je n'aime pas du tout prendre du lait parce qu'on se sent lourd durant la journée. Et j'aime aussi prendre des crêpes. Je trouve que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Alors, je me dis, moi je me dis que le petit déj, ce n'est pas le repas le plus important de la journée. Vraiment? Vraiment? C'est personnel, je ne demande à personne de me suivre, mais c'est ce que je me dis. C'est pour ça, parfois, moi, je ne prends même pas de petit déj. Mais généralement, j'aime prendre du café au lait. Vraiment. Ça, c'est ce que je préfère. Mais il m'arrive souvent de ne pas en prendre parce que, voilà, déjà, même parfois, je ne me lève pas vite. Ensuite, d'autres fois, je me lève, mais j'ai d'autres choses à faire et j'oublie un tout petit peu. C'est pour ça que moi, je me dis, ce n'est pas forcément le truc le plus important, le repas le plus important de la journée. Je n'en prends pas, mais je vais bien. C'est mon avis. Hein. Alors, Bénédicte, tu es ravissante, rayonnante. Je parie que tu as pris un petit déj avant de venir ici. Sérieux. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, tu as pris quoi aujourd'hui? J'ai pas pris de petit déjeuner pour le moment. Pourquoi? Tu n'as pas eu le temps d'en prendre. Oui, voilà. C'est normal. Ce n'est que partie remise. Juste N'est-ce après, pas? je vais gérer ça. Alors, généralement, qu'est-ce que tu prends? Je sens que ça va être du lourd. Ça ne sera ni de la bouillie, ni du café au lait. Justement, moi, je préfère les trucs consistants comme Voilà. le haïmol ou le com. Je préfère ça parce que c'est plus consistant. N'est-ce pas? Oui. Et tu te dis que quand tu prends ça en même temps, tu vas tellement tenir dans la journée que... En réalité, c'est ce que je pense aussi. Mais bon, il y a d'autres qui disent qu'il faut prendre léger le matin. Donc, voilà. Alors, notre seul coq de la basse-cour va nous dire ce qu'il aime prendre et ce qu'il a pris aujourd'hui. S'il en a pris, bien sûr. Bon, à vous entendre parler, je me suis dit, attends, mais moi je suis complètement à côté de la plaque. Parce que moi je suis purement africain, 100% africain. Et si moi je trouve la bonne pâte d'hier avec une bonne sauce froide. Waouh. Intéressant. Bon, je ne sais pas ce que les téléspectateurs, qu'est-ce que vous prenez les matins? Dites-le nous, écrivez-nous, appelez-nous, ça dépend. Mais moi je prends de la bouillie, d'accord? Par moment, je prends de la bouillie, sinon c'est pour plaisanter, je taquinais. Je prends de la bouillie par moment. Mais j'ai l'habitude de manger après 11 heures. Pourquoi? Voilà, bonne question. En réalité, je me sens paresseux quand je m'entraîne tôt le matin.
Déjà, peut-être entre 6 et 8 heures ou encore 9 heures. Quand je mange, si j'ai un programme pour la journée, après, voilà, je deviens très paresseux. Et je n'aime plus vraiment travailler. Ça me rend assez mou, quoi. Je n'aime pas vraiment bouger. Donc, je vais à jeun, je ne mange pas. Si j'ai un programme, j'entame. Je fais ce que je dois faire au moins la majorité, ou peut-être à 50%, 60%. Et après, d'accord, de là de 11h30 midi, je commence par manger. Donc j'ai cette habitude-là. Voilà. Donc en fait, est-ce que finalement c'est un petit déj? Je me demande bien. Voilà, c'est la belle question. Mais moi, c'est mon petit déj. Juste que je décale l'heure. Je prends pas ça à l'heure habituelle, d'accord, mais je prends ça plutôt vers 11h30 et midi et puis je suis tranquille, quoi. Et quand tu le prends entre 11h30 et midi, tu déjeunes encore? Voilà, Je me demande. mon programme décale carrément. Carrément. Là, je prends après en stage, je grignote. J'ai l'habitude de grignoter en journée. Je peux manger 1 heure après, 2 heures après, etc. Mais juste des petits trucs, hein, c'est pas vraiment consistant. C'est pour garder la forme. Voilà, quoi. Waouh. C'est pour ça que tu es élégant, le bon africain, c'est tout à fait normal. Ben, faut rester africain. Quand j'entendais madame parler tout à l'heure, mademoiselle parler tout à l'heure de lait et tout, je me dis, bon, j'en prends aussi. Hein. Je suis pas trop, voilà, quoi. Elle a parlé de lait, elle a même parlé de crêpes. Et de Pour moi. monsieur. Ah, vous voyez, ça devient intéressant. Moi, je ne sais même pas ce que c'est déjà. Je ne connais même pas le lait. Chez elle, finalement. Shadia. Ce matin, déjà, nous avons du spécial sur nos tables. Un petit café et puis du pain et tout. On vous rend jaloux à la maison, vous avez l'eau à la bouche, mais bon, nous, d'une certaine manière, on se met à l'aise en mangeant. Et je sens que ça ne s'inscrit même pas dans quoi dans tes préférences. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je dirais pas. J'en prends. C'est ce que je grignote à longueur de journée. Mais là, j'ai la chance de le prendre en petit déjeuner. C'est intéressant. C'est délicieux. Vous avez goûté? C'est délicieux. Non, pas encore. Moi, j'ai pas encore Voilà, c'est goûté. très délicieux. Je crois que je dois faire une petite prière tout à l'heure avant de prendre ça. C'est pour Allez, ça que je alléluia. n'y touche pas. Amen. Alors, Miss Rewena, qu'est-ce que tu fais finalement? Puisqu'il n'y a pas de la bouillie, tu vas faire avec ça? Oui, je vais faire avec, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as le choix? On dit quand on sort, tu es obligé de faire avec dehors. Maintenant, quand tu es chez toi, tu fais comme tu veux. Voilà. C'est ce qui se dit généralement. Donc, comme je suis sorti, je fais comme je suis dehors. Et là, tu finiras par me tuer un jour. Et Madame Aïmelou, Madame Com, qu'est-ce qu'on fait? Juste après. Non, Tout à c'est fait, calé. juste après. Forcément, tu prendras un autre truc. Ça, c'est Justement, sûr. parce que moi, je me dis qu'il est important de manger le matin. Par exemple, tu manges à 11h. Quand est-ce que tu vas manger le repas de midi? De Alors midi. que tous les repas se valent, en fait. Moi, je te connais. Généralement, quand tu prends un truc à 8h, tu prends le truc à 10h, tu prends le truc à midi et tu prends le truc à 14h. En fait, toi, tu n'as pas de petit de déjeuner et tout. C'est pour ça que tu es en forme, j'aime ça. Est-ce qu'il faut forcément Heureusement suivre que la règle? En réalité, non. Manger comme on l'a appris depuis tout petit, le matin, à midi, le soir et tout. Il y a d'autres qui Il y décalent a carrément. parfois cette histoire de goûter, là, à Ouais, 16h. à 16h. Avant le... Tu Et prends puis, il y le a le goûter. souper. Tu as l'habitude de prendre le goûter, toi? Je n'ai pas. Voilà, est-ce que Régina, tu prends le goûter? Non, Rewena. Aïna? Rarement. Rarement. Ben voilà. Donc, ce n'est pas dans tes habitudes. Non, ce n'est pas dans mes habitudes. Miss Shadia, tu en prends toi? Non. Moi, Moi, j'ai je trouve l'habitude pas ça. de manger 3 fois par jour. Par jour. Le matin, le midi et Et le le soir. soir. Moi, j'ai l'habitude de manger généralement, je mange 2 fois par jour ou parfois 1 fois. Et tu arrives à Généralement. tenir Parfois, la je journée? n'en prends même pas. Parfois, je ne mange pas la journée. Mais bon, je me sens bien, quoi. Je pense que c'est une histoire d'habitude. Sous un autre ciel, je dirais à l'aquator. Elle est spécialiste en autre chose. Attends, Que je préfère taire. On en Si tu parlera, on en parles. discutera. de toutes les façons, tu ne pourras pas Tu as parler. intérêt à me corrompre. T'es mon bras droit, tu ne peux pas me faire ça, c'est clair. Alors, je vous souhaite à tous un très bon, petit déjeuner et Merci. Merci. une très bonne dégustation. Merci. Je sens que d'autres vont se retrouver dans ce qu'ils vont prendre et il y en a d'autres qui ne se retrouveront pas du tout. Mais bon, vous allez faire avec. Vous êtes dehors, pas chez vous. Faites comme ça, n'est-ce pas? Alors, très chers téléspectateurs, vous allez rester branchés, vous allez rester calés. Nous allons revenir tout de suite après l'intermède pour vous parler de quelque chose de super intéressant. La Rosée matinale, l'univers du savoir. C'est la santé. La première rubrique qui vient aujourd'hui, c'est la santé rose.
vous n'êtes pas sans savoir que la santé, c'est quelque chose de primordial. La santé, je pense même que c'est la première chose qu'on souhaite à toute personne qu'on aime. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Même quand on commence une nouvelle année et qu'on veut présenter les vœux, la première chose qui vient, que ce soit les parents qui présentent des vœux, que ce soit les enfants, que ce soit les amis, que ce soit les entre griffes, les ennemis. On parle de santé, c'est forcé. Et il est très important de rester bien, il est très important de rester bien dans son être, il est très important de rester bien dans sa peau. Et tout part de la santé. Quand tu es en bonne santé, tu te sens bien. Le reste, ça vient après, quoi. Tu peux tout faire. Quand tu es en bonne santé, tu fais tout. Tu te mets bien, tu te détends, tu travailles, tu boulottes, tu aides les autres, tu contribues à la vie de toute personne, y compris toi-même. Alors, bonjour Rewena, encore une fois. Bonjour Regina, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ok, je vais bien également. Comme tu le disais, la santé, c'est primordial en fait. C'est la base. Si on n'a pas une bonne santé, on ne peut rien faire. On ne peut pas sortir, on ne peut pas travailler. La santé, c'est la base. Mais aujourd'hui, dans la santé rose, nous allons parler uniquement de la santé mentale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la santé mentale, chers téléspectateurs. Et vous, chers collègues sur le plateau, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la santé mentale? Alors moi, pour la santé mentale, j'ai entendu parler de la folie. J'ai entendu parler également des gens qui se suicident. Et toi, Douglas? On entend toujours parler de la santé mentale, vous savez. Moi, je me dis que ça a plutôt trait à ce qui est psychologique en réalité. Il faut quand même avoir une meilleure santé mentale, ce qui agirait sûrement sur la santé du physique ou du corps, d'une certaine manière. Voilà. C'est ce que je pense en réalité. Et toi, Bénédicte? Alors, pour ma part, la santé mentale, on en a toujours entendu parler, mais pas en profondeur. Et je trouve que c'est une belle initiative aujourd'hui que la Rosée matinale offre aux téléspectateurs. La génération Rosée matinale est toujours particulière. Ouais, tu as tout à fait raison. Alors, moi aussi, j'ai entendu parler de la santé mentale, mais je ne maîtrise pas le contour de la chose. Je sais juste qu'il faut être en bonne santé physiquement et être en bonne santé mentalement. Ça, c'est ce que je sais maintenant. Je sais aussi qu'il y a des troubles mentaux et tout ce qui va avec, mais je ne maîtrise pas vraiment. Je pense que c'est ce que tu vas nous aider à faire aujourd'hui, à maîtriser la chose, à comprendre et à voir ce qu'il faut faire pour maintenir la santé mentale en bon état, n'est-ce pas? C'est ça, tu as tout à fait raison. Et comme le disait Shadia tout à l'heure, nous avons constaté dernièrement qu'il y a des cas de suicide. Il y a des cas de suicide, par exemple le jeune élève qui s'est suicidé juste après son échec au baccalauréat. Et c'est vraiment déplorant. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est triste, c'est triste, justement. Et puis ça ça devient en fait récurrent. Nous allons en parler tout à l'heure, nous allons en parler beaucoup plus tout à l'heure avec toi. Ce sera un plaisir parce que tu vas nous éclairer la long terme. Mais juste avant, nous allons prendre un intermède. Rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. Alors, très cher, j'espère que vous êtes très bien assis, j'espère que vous êtes très bien installés. Alors, nous allons parler tout de suite de la santé mentale avec Rewena. Rewena, tu vas nous entretenir sur la santé mentale comme tu le disais tout à l'heure. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit savoir? Comme vous le savez, chaque génération a une mission. Alors, chers téléspectateurs, d'après le psychiatre Fallon France, à chaque génération sa mission, à elle de la trahir ou de la réussir. C'est la raison pour laquelle la génération de la Rosée matinale, surtout avec la santé rose, nous avons décidé de ne pas trahir notre mission, mais de la réussir en travers la prise de conscience sur la santé mentale. Alors, chers téléspectateurs, dès aujourd'hui, nous avons une mission, c'est de vous aider à guérir de vos blessures intérieures et de vous aider à vous sentir mieux sur le plan psychologique, spirituel et mental. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler uniquement dans la santé rose de la santé mentale.
Alors, Tout au long de l'aventure, c'est ça? Tout au long de l'aventure, nous allons parler de la santé mentale. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la santé mentale? C'est la santé mentale d'après comment dirais-je? D'après l'OMS, c'est un état de bien-être psychologique. C'est un état de bien-être psychologique, émotionnel et cognitif dans lequel une personne peut se réaliser, accomplir un travail productif et fructueux, contribuer au bien-être de sa société et arriver à surmonter les épreuves de la vie. Vous voyez, c'est l'état de bien-être, c'est être bien dans ça pour arriver à affronter les difficultés que nous aurons à rencontrer voilà, tout au long de notre vie. Voilà. Donc il y a deux types de santé mentale, la santé mentale positive et la santé mentale négative. La santé mentale positive, c'est ce que les coachs font sur les réseaux sociaux, les coachs de vie, les coachs motivateurs. Ils nous parlent de la pensée positive. La pensée positive, voilà, justement. Voilà, de la pensée positive. On peut dire que les coachs, ils jouent plutôt le rôle de psychologue sur les réseaux. Ils écoutent les gens, ils accordent de leur temps et de leur oreille attentive à des personnes qui sont dans le désarroi. Et voilà. Donc, comment dirais-je, quand on parle de la santé mentale positive, quand on parle de la santé mentale en général, les gens pensent directement aux fous, aux personnes qui sont dans la rue, qui sont nues, qui sont sales, voilà. Mais en 2010, il y avait un jeune garçon, bon, je vais l'appeler Jato. Et Jato, donc ce jeune Jato, quand il allait à l'école, il était au cours primaire. Et quand il allait à l'école le lundi, tout au long, quand il va à l'école le lundi matin, le lundi après-midi, il n'y va plus. Qu'est-ce qui arrive? Il a des maux de ventre tout au long de la semaine. Donc, lundi, il va à l'école. Et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il a des maux de ventre. Jusqu'à samedi. Dimanche, ça va mieux. Et puis lundi, il reprend les cours. Les parents, vous savez, nous sommes en Afrique. Hein. Après les analyses, on n'a rien trouvé. Et puis... C'est parti dans l'envoûtement. Nous sommes en Afrique. Camp de prière sur camp de prière, veillée de prière sur veillée de prière. Ah! Quel est le sorcier là qui veut tuer mon enfant? Pas les mots de ventre. Donc, comment dirais-je, dans une discussion avec une tante à Jato, ils ont vu que non, en fait, Jato avait peur de son professeur, avait peur de son enseignant à l'école. Et on leur a conseillé un psychologue. Donc, c'était en 2010 et ils étaient allés au CHU Campus. Juste après 2 séances. Donc ça se passe au Togo? Oui, il y a des psychologues au Togo. Wow. Oui. Donc juste après 2 séances avec le psychologue, les maux de ventre se sont arrêtés, il n'y a plus de diarrhée. Donc il n'y avait même pas de sorcier. Vous voyez à quel point en Afrique... c'est une histoire de mentalité, de psychologie. Voilà. Donc quand on pense directement au psychologue, on se dit, quand tu dis par exemple à une personne que tu vas aller voir un psy, la personne pense que c'est un luxe. Justement. La personne pense que c'est un luxe, alors que c'est un besoin vital. C'est un droit. C'est un droit. Nous tous, nous avons droit à la santé, donc nous avons droit aussi d'aller voir un psychologue. Voilà. Donc, un psychologue, c'est un spécialiste de la santé mentale, voilà, qui a la particularité d'offrir un cadre neutre de confiance et d'empathie, favorisant l'expression du mal-être. Vous voyez, par exemple, le petit Jato, il a eu un cadre où il a pu exprimer son mal-être, il a pu exprimer sa peur. Du coup, voilà, il se sent mieux. Le but du psychologue est de nous aider à maintenir notre équilibre mental. Voilà, donc il y avait un déséquilibre, c'était la peur ressentie par le petit. Vu qu'il n'avait pas pu exprimer cette peur, il exprimait plutôt, comme il n'avait pas exprimé verbalement, exprimé par les mots de ventre. Voilà. Vous voyez à quel point c'est très, 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 très subtil. Je ne sais pas si... Donc, si je comprends bien, ce n'est pas tous les mots que nous avons qui viennent d'un déséquilibre au niveau de la santé physique. Voilà. Parfois, ça vient d'un déséquilibre mental, c'est ça? Oui, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce genre de problème. Moi, je viens de l'apprendre. Je viens d'apprendre que je peux me sentir mal et ça vient d'un déséquilibre mental.
Je viens de là-bas. Il y a une très belle leçon plutôt à retenir de cette histoire du jeune Jato. C'est ça, le Oui, Jato. du Voilà. Jato. Moi, je me rappelle, je m'identifie un peu à ce jeune. Quand j'étais enfant, je voulais sécher les cours en faisant le faux malade. C'est ce que Jato a fait. Il disait voilà, qu'il avait les maux de ventre. En réalité, il avait peur de son professeur. Donc, c'est psychologique en réalité. S'il avait donc cette santé, ce bien-être mental face à peut-être un climat de confiance et tout face à son professeur, je crois qu'il ne ferait pas le faux malade. Vous voyez un peu. Et quand tu parlais tout à l'heure, je pense aussi à certains qui ont des allergies quand ils voient de la saleté quelque part. C'est mental en réalité, ce n'est pas vraiment physique, mais la personne sans déséquilibre, quand la personne voit de la saleté ou un truc qui n'est pas assez bien quelque part, il se gratte le corps, voilà, il a des allergies et tout. Voilà, ça aussi c'est dû à cette histoire de... C'est un truc psychologique. Voilà, à cette histoire psychologique. Donc je crois que c'est important de pouvoir connaître ça. Parce qu'il y a des mots, on va à l'hôpital, chaque temps, on fait des analyses, on ne trouve rien. Et en Afrique, ou du moins peut-être au Togo, je dirais qu'on n'a pas cette facilité-là d'aller à la rencontre des psychologues. D'abord, on voit peut-être la charité de cette consultation. On se dit, bon, l'Africain n'a pas vraiment besoin de psychologue. En réalité, c'est des choses qu'on devrait faire. Vous voyez, un peu ça nous permettrait de pouvoir faire la différence par moment des malaises qu'on a, si c'est vraiment physique ou c'est mental et tout. C'est très important. Et déjà, les gens disent que les Africains ont un mental fort et que c'est les Blancs qui ont un mental faible. Donc, c'est les Blancs qui ont besoin de psychologues et c'est les Noirs qui n'en ont pas besoin. Généralement, les gens le disent. Mais est-ce qu'au Togo, il y a un cadre psychologique, un hôpital spécialisé dans la psychologie? Oui, par exemple, au CHU Campus, il y a des psychologues. Il y a des centres psychiatriques également. À Lomé, ici je pense qu'on a 3. On a 3 à Lomé. Et à Néroy, à Zébé, que tout le monde connaît. À Dapan aussi. Voilà. Donc, mais il y a des psychologues à l'université de Lomé, au CHU Campus. Et aussi, il y a une école de psychologie pour les téléspectateurs qui veulent faire, ceux qui désirent faire la psychologie. Il y a une branche à l'université de Lomé. D'accord. Donc, tu nous parlais tout à l'heure de 2 types de santé mentale, c'est ça? Oui. On ne va pas te fourrer la fenêtre, on te laisse continuer. Oui, la santé mentale négative, vous savez, c'est les troubles mentaux et le déséquilibre relationnel, en fait, le déséquilibre quand ça ne va pas. C'est ça, quoi. C'est à peu près ça. Oui. Donc, la santé mentale positive, en gros, c'est quand tu vas bien. Oui. Et la santé mentale négative, c'est quand tu ne vas pas bien. En fait, quand on parle de santé mentale positive, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire face aux problèmes. C'est quand tu arrives à surmonter. En fait, tu ne fuis pas la réalité. Tu affrontes tes soucis, tu affrontes les coups de la vie, voilà. Encore faut-il que tu sois apte à les affronter. Tu as tout à fait raison. Justement. C'est pour ça qu'il faut avoir du soutien. Il faut avoir un entourage encourageant. C'est très important d'avoir du soutien, d'avoir une personne sur qui compter. Alors, Ravena, dis-moi, dis-nous, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'une personne n'est pas en santé, n'est pas en bonne santé mentale? Tout au long de cette aventure, nous aurons à parler de différents troubles, nous aurons à parler de plein de choses en fait, des bienfaits de la santé mentale, des différents troubles. Donc, tu auras le temps de découvrir, parce qu'il y a certaines personnes, vous pouvez voir cette personne, et la personne est en bonne santé physiquement. La personne raisonne bien. Même si vous allez à Zébé, moi j'ai eu la chance d'aller à Zébé, vous pouvez discuter avec ces personnes que nous appelons communément des fous en fait. Vous pouvez discuter avec elles et vous allez voir que le raisonnement y est. Donc vous ne pouvez pas savoir directement que cette personne n'est pas normale, si on peut le dire ainsi. Généralement, on dit que le fou, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Tu vois. Et ce sont des personnes qui ont de bons raisonnements. Et aussi, par exemple, nous faisons face à la dépression après une rupture amoureuse, par exemple. Justement, j'allais te demander ce qui peut amener quelqu'un à ne pas être en bonne santé mentalement. Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de raisons. On peut faire face à un deuil, à une rupture, à un déménagement, le simple fait de déménager.
parce que la personne est très attachée à ce lieu. Donc, le simple fait de déménager, la personne plutôt n'arrive plus à s'adapter à sa nouvelle situation, voilà, à son nouveau environnement. Donc, c'est c'est subtil en fait. C'est très subtil. Par exemple, l'exemple du petit Giotto. Vous voyez que C'est il des petits raisonnait, trucs, mais- voilà, des petits trucs, mais c'est vraiment déplorant. Donc, Alors, j'ai encore une question avant Oui. que tu ne continues. Est-ce que c'est possible qu'une personne ne soit pas en bonne santé mentalement, mais qu'elle ne le sache pas, qu'elle ne le sente pas elle-même? oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Comment dirais-je? La personne ne peut pas savoir. C'est pour ça l'environnement immédiat doit pouvoir. C'est une responsabilité de nous tous, en fait. Nous avons la responsabilité d'accorder une attention particulière à nos proches pour pouvoir détecter quand ça ne va pas. La personne même peut souffrir peut-être la personne a vécu un traumatisme quand elle était plutôt enfant et Ça rebondit. elle ne sait pas que c'est à cause de ça, c'est à cause de ce problème-là, c'est à cause de ce traumatisme-là que voilà, elle n'arrive plus à s'adapter aux situations de la vie. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Si tu permets, Oui. c'est vrai, parce qu'on a déjà vu certaines personnes qui, face à certaines situations, vont vous rappeler ou vont se dire, mais attends, c'est parce que voilà, cette personne a vécu telle situation plus tôt dans l'enfance, elle est gravée dans sa mémoire, on n'a pas eu le temps de l'effacer de sa mémoire ou encore de discuter avec lui ou avec elle pour lui permettre de digérer d'une certaine manière. Et cette personne garde ça dans la tête jusqu'à un certain âge où dès qu'il est dans ces situations, voilà quoi. Moi j'ai eu un ami qui était, il était très petit quand sa maman l'amenait dans un voyage. Ils ont été braqués en cours de route. Leur bus a été braqué. Donc il a maintenu en fait les coups de feu. D'accord, le bruit des coups de feu dans la tête. Et pendant la période des fêtes, quand on lance les pétards et tout, ça le revient en fait. Donc c'est un traumatisme qu'il a gardé jusqu'à cet âge-là. Il faudra en fait discuter cette personne, lui faire comprendre que voilà, c'est de A à B. Ça c'est différent carrément de ça. Je crois que ça c'est le rôle d'un psychologue, c'est important. Et quand on va peut-être aussi plus loin dans les causes, il faut voir aussi le stress par moment, l'anxiété, l'angoisse, la dépression et tout ce qui va. Il y a beaucoup en tout cas de causes en fait qui font que les gens se sentent ou enfin sont dans ce genre de situation. C'est important. Et puis, il y a certaines personnes, au lieu d'aller voir un psychologue, ils se disent qu'ils doivent se noyer dans l'alcool, dans la drogue. Justement. Oui, justement, tu as raison. Ça arrive. Oui. Et le pire, c'est que tu bois aujourd'hui, mais le lendemain, je te retrouve avec les mêmes problèmes. Ça ne résout pas ton problème. Parce que la personne, elle fuit le problème au lieu de l'affronter. Donc, Ce n'est pas aussi facile. Justement, je me dis qu'il faut être apte à l'affronter avant de le faire. tu as tout à fait raison. L'alcool ne le résout surtout pas. Rien du tout. C'est pour ça, tu parlais tout à l'heure de sociabilité. Il faut quand même être sociable, essayer de détecter un peu quand notre proche se sent mal, de discuter avec nos proches, de leur demander donc, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce que tu te sens, essayer de savoir si la personne est dans une situation d'angoisse, d'anxiété ou de dépression, de savoir un peu plus que la personne. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils sont dans ces histoires de dépression, ils veulent en fait se mettre seuls. D'accord? Ils ne veulent pas discuter, la personne, voilà, ils s'isolent. Voilà le terme. Le matin, il est là tout seul dans sa chambre jusqu'au soir. Il ne sort pas. Il ne peine même pas à vouloir manger et tout. Il dit qu'il est dans son coin. Mais en réalité, cette personne est en train de souffrir. Vous allez le prendre pour un égoïste ou un arrogant, quelqu'un qui est un peu... Voilà, mais en réalité, c'est quelqu'un qui souffre dans son coin. Et ça, il faut arriver peut-être à détecter ce genre de situation aussi. Oui, tu as tout à fait raison. Et aussi, en fait, parfois, c'est parce que quand on exprime notre mal-être à une personne, la personne a tendance à nous juger. Voilà. Et parfois aller divulguer les informations. Donc, du coup, nous préférons, d'habitude, quand nous ne passons pas des situations difficiles, de rester dans notre coin, nous préférons nous isoler, en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir une personne de confiance. Puisque nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes des êtres relationnels, donc... J'ai de confiance là même. Et je te dis, ces deux détails-là que nous venons Elle vient d'évoquer deux détails. Ouais. Elle a parlé de confiance. Oui. Elle n'a pas parlé de confiance d'abord. Elle a parlé du fait qu'on divulgue les informations. Et elle a parlé du fait de juger. Donc moi je me demande, les psychologues, est-ce qu'ils ne jugent pas? Est-ce qu'ils ne divulguent pas les informations? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de
Non. C'est un peu comme si vous allez voir un médecin. Est-ce que le médecin doit divulguer votre information? Non. Secret professionnel. C'est secret professionnel, voilà. D'accord. L'éthique ne le permet pas. D'accord. Donc les psychologues ne jugent pas. Non. Moi, j'aimerais revenir. C'est vrai que les psychologues sont des êtres humains. Justement. Mais la plupart du... Parce que vous n'avez pas le droit... Il faut être objectif. Vous n'avez pas le droit d'être subjectif. Du coup... Je vois un tout petit peu. J'aimerais, oui, d'être là, dis-moi. Vous savez ce qui me vient à l'esprit parfois. Je me dis, un psychologue qui a au moins une dizaine, d'accord, une vingtaine de patients par jour. Et x7, enfin x5 sur une semaine, on avoisine peut-être les cinquantaines ou les centaines. Comment cette personne, le soir, quand il rentre à la maison, arrive à faire le vide dans sa tête par rapport à tous ces problèmes que les gens viennent lui raconter? Parce qu'il a besoin de garder le secret professionnel. Oui. Mais cette personne rentre à la maison le soir submergée par toutes ces histoires que tout le monde lui raconte. Parce que tu Il a besoin de partages faire la le peine vide de et l'autre. remonter le lendemain pour encore traiter des patients. C'est un travail assez lourd. Je t'assure. Il n'a pas besoin même de le dire à sa femme ou à qui que ce soit. Mais il doit faire le vide, quoi. Oui, en fait, eux aussi font face à des moments de stress. Parce que, comme tu l'as dit, nous sommes des êtres humains. Psychologue, c'est pas un dieu, c'est un être humain. Du coup, il fait face aussi à le fait d'écouter tout le temps les problèmes des autres. C'est vraiment... Parfois, c'est lourd. C'est pour ça eux aussi, ils ont besoin d'un psychologue. Un psychologue aussi a besoin d'un psychologue. Voilà. Et tu disais tout à l'heure d'avoir une personne de confiance à côté. Et c'est-à-dire que toute personne peut être psychologue, toute personne peut jouer le rôle de psychologue? Bon, je ne dirais pas que toute personne peut jouer le rôle de psychologue, mais le simple fait d'exprimer son mal-être, c'est déjà un pas vers la guérison. Donc, parfois, nous avons des problèmes, comme le jeune Diato. Le seul fait d'avoir exprimé à sa tante que, voilà, c'est la peur. C'est la peur de mon enseignant. Voilà. Et du coup, après cela, ils sont allés voir un spécialiste. Mais le seul fait d'avoir exprimé cela, c'est déjà un pas vers la guérison. Ouais. Parfois, tu es en face des personnes qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à en parler. Mais du moment où elles commencent par en parler net, elles se sentent mieux. Vous avez remarqué? C'est des personnes c'est des personnes qui généralement ne font pas confiance. Donc elles préfèrent se taire. Mais quand tu arrives à les persuader et qu'elles en parlent net, elles se sentent mieux. Donc je pense que ce que tu viens de dire... C'est le sentiment d'être libéré. De quelque chose, d'un poids. Voilà. Parfois, la personne ne parle pas, mais elle pleure. Pleurer, en fait, c'est un signe aussi. Pour ceci, les larmes, ça soulage. Les larmes soulagent, en fait. Comme on le dit, il y a la chanson de King Mason qui dit les larmes ne changent rien. Mais quand même, ça soulage. Ça soulage, n'est-ce pas? Soulage. C'est pour ça qu'il est même conseillé que lorsqu'on souffre, on doit pleurer. Ou du moins, on doit se laisser aller. Si les pleurs viennent, ok, quoi, ça coule. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas pleurer. Il y a des personnes qui... Sérieux, il y a des personnes qui... Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, moi, je ne pleure pas. Et quand tu me fais un truc et je pleure, c'est que tu es mal parti. Généralement, c'est le contraire. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur fais un truc et qu'elles arrivent à pleurer, il y a des personnes, quand tu leur fais un truc et qu'elles arrivent à pleurer, elles se sentent mieux, donc elles oublient, ou du moins, elles se sentent beaucoup plus... si elles ont peut-être préparé quelque chose contre toi, elles se sentent beaucoup plus apaisées, elles se remettent en question, elles se reposent des questions sur la situation. Mais j'ai entendu quelqu'un dire, moi je ne pleure pas. Quand tu me fais un truc et je pleure net, tu es mal parti. Moi je me dis que ça dépend de la personne. Parce que je me dis quand on t'a fait trop de mal dans la vie, tu n'arrives plus à pleurer, tu ne sens plus la douleur. C'est quand tu n'es pas trop habitué que là tu pleures. Mais à un moment quand on t'a fait du mal, encore le lendemain du mal, tu es habitué. Donc tu n'arrives même plus à pleurer. Wow. Ça dépend du mal. N'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. Il y a de ces mal sérieux. C'est vrai que quand tu es tellement habitué à certaines épreuves plutôt, genre on dirait que ton cœur est barricadé. mais parfois, vous savez, moi je dis que c'est une question d'opinion. Aussi. Il y a des gens qui se disent quand tu pleures, c'est que tu es faible. Donc moi, je suis accro, je ne vais pas pleurer. Je ne pleure pas. Il a mal en fait, mais il dit qu'il ne pleure pas. Parce que quand il va commencer par avoir les larmes, c'est qu'il est faible. Il y a des gens qui éduquent leur enfant comme ça. Oui, surtout les hommes. Or, dans deux situations, on te dit si tu as mal, libère-toi, vas-y, pleure, ça va te soulager et tout. Vous voyez un peu. Donc c'est une question d'opinion par moment. Chacun le voit de son côté, de la façon dont il ressent la chose. Quoi. Vous voyez un peu. Donc il faut forcément peut-être
Aller se connaître d'abord, se dire est-ce que je dois pleurer ou pas. Dans tous les cas, il faut savoir que ça soulage. Ah d'accord, trêve de discussion. Je préfère te laisser continuer pour nous parler d'autres choses. Ok. Bon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut consulter. Quand est-ce qu'il faut consulter un psychologue? Nous avons déjà énuméré quelques points, donc je vais aller encore plus en profondeur. Il faut consulter un psychologue quand vous ne vous sentez plus vous-même. Par exemple, dans une activité où vous étiez, vous trouvez la joie, le plaisir, mais à partir d'un moment, vous ne vous sentez plus vous-même. Vous êtes pas motivé, morose, vous êtes triste. Voilà, à partir de cela, à partir de ce moment, il faut consulter un psychologue. Vous pouvez également consulter un psychologue quand vous avez vécu un événement traumatisant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes victime, témoin ou acteur d'un accident, d'un abus physique ou sexuel. Comment dirais-je? Négligence aussi, la négligence aussi. Donc, il faut consulter un psychologue quand ça ne va pas. Quand vous avez des difficultés du sommeil, n'arrivez pas, votre sommeil n'est pas reposant. Vous vous réveillez la nuit et puis vous n'arrivez plus à vous rendormir. Vous avez des difficultés à vous endormir. Ou bien quand vous vous réveillez le matin, vous vous sentez fatigué. Mais vous avez dormi. Voilà. Le sommeil n'est pas réparateur. Quand vous passez par des situations difficiles, donc vous avez des difficultés à vous adapter à des situations, à un événement par exemple heureux tout comme malheureux. Il y a certaines femmes qui après l'accouchement, elles ne veulent plus avoir d'enfants. Elles ne veulent même plus avoir de rapport sexuel avec leur mari. Vous voyez donc, si l'événement était la naissance, en temps normal, une naissance, un bébé, c'est un événement heureux. Mais elle n'arrive plus, la femme n'arrive plus à s'adapter à la situation parce que tellement peut-être la douleur de l'accouchement. Bon, elle a été traumatisée, voilà. Pareil aussi pour les hommes, certains hommes qui ont assisté à l'accouchement de leur femme, ils ne veulent plus avoir d'enfants, bien, ils ne veulent plus coucher, ils ne veulent plus toucher leur femme, ils ne veulent plus. Voilà. Ce n'est pas des choses normales. Il faut aller voir un psychologue. Ou quand, par exemple, après un décès d'un être qui vous est tellement cher, donc, et que vous voyez que comment dirais-je, tout le temps, pendant au moins 6 mois, comme ça, vous n'allez pas bien, vous êtes en détresse, vous avez le désespoir, la tristesse continue, vous n'arrivez plus à faire aucune activité. Donc, dès ce moment, il faut consulter un psychologue. Quand vous ne vous sentez plus dans votre activité professionnelle, vous savez que le travail nous permet de subvenir à nos besoins. Mais dès le moment au même moment, il faut aussi trouver du plaisir en travaillant. Donc, dès le moment où le travail devient un fardeau, vous avez des difficultés, vous ne vous sentez plus, vous n'éprouvez plus du plaisir à travailler. Dès ce moment aussi, il faut consulter un psychologue. Et, parce que si vous n'avez personne à qui parler, il faut aller voir un psychologue. Parce que lui, et quand vous en avez, quand vous avez quelqu'un à qui parler, vous parlez à la personne. Si c'est une personne de confiance et que vous arrivez à exprimer votre mal-être, cette personne peut vous accompagner. Mais la personne n'a pas les aptitudes, ce qu'il faut. Donc, au cas où vous voyez qu'après avoir exprimé votre mal-être, ça ne va toujours pas, votre souffrance continue, vous pouvez aller voir un psychologue. Quand vous avez des pensées suicidaires, des pensées de désespoir, vous êtes des pensées suicidaires, ou bien vous voulez vous faire du mal, des personnes qui prennent la lame pour se couper les veines. Voilà, donc quand ça ne va pas, il faut aller voir un psy. Et aussi quand vous avez développé des comportements compulsifs, ce qui veut dire vous n'avez plus le contrôle sur vous-même. Vous pariez, vous jouez, vous mangez à un tel rythme. À outrance. Vous n'arrivez pas à contrôler cela. Il faut consulter également un psychologue. Il y a tellement de raisons, même dans le domaine scolaire, professionnel. Partout où il y a une vie humaine, il y a nécessité d'avoir un psychologue. Il y a nécessité d'avoir une personne à qui parler, à qui exprimer son mal-être. Voilà. Donc, vous savez, il y a... Deedlas le disait, il y a une relation entre la santé mentale et la santé physique. Donc, il faut, tout comme on prend soin de notre santé physique, il faudrait prendre soin aussi de notre santé mentale. Donc, en faisant du sport, en mangeant sainement, en ayant... On parle de la santé mentale, là. Oui, on parle de la santé... Manger sainement. Oui, manger sainement. Ah, d'accord.
faut faire du sport. Manger, c'est comme prendre des cookies, quoi. Le matin avec un peu de lait. Faut vous reposer quand il le faut. Quand vous voyez que ça ne va pas, aller vous reposer parce que le manque de repos cause le stress. Ou bien le stress aussi peut causer le manque de repos. Vous voyez que... Bon, il faut se reposer, il faut boire assez d'eau. Il faut sortir de la routine. Il faut sortir de temps en temps, avoir des loisirs, discuter. Il ne faut pas être isolé. Il ne faut pas s'enfermer tout le temps. Voilà. Et aussi, parfois, se déconnecter des réseaux sociaux. Et ça veut dire que les personnes qui s'enferment souvent sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des troubles mentaux. Bon, je ne dirais pas des troubles mentaux, mais bon, quand la personne n'arrive pas... Vous savez, il y a différents types de personnalités. Il y a des personnes qui sont introverties, des personnes qui sont extraverties. Nous aurons à voir tout cela au cours de notre aventure. Donc, quand la personne est introvertie, ça ne veut pas dire qu'elle est susceptible à avoir des troubles mentaux. Il faut juste connaître la personne, il faut aussi se connaître, pour connaître ses limites. Quand ça ne va pas, voilà, il faut que je demande de l'aide. Pour nous qui ne sommes pas calés en français, c'est quoi une personne introvertie? C'est une personne qui est assez calme, qui ne s'exprime pas souvent. Genre, parfois on fait le lien entre une personne introvertie et une personne timide. Voilà, Réservé peut-être. La personne est réservée, voilà. Mais alors qu'une personne extravertie, c'est la personne qui, quand elle arrive ici... Qui est introvertie parmi vous? Quand elle arrive ici, elle commence pas à mettre de l'ambiance. Ça, c'est Deadlax. Deadlax, c'est extraverti ou introverti? Introverti. Bon, on peut être les deux, on est à la fois... Extraverti, ça dépend des circonstances. Ben, nous aurons à parler des différents types de personnalités dans les jours à venir. Voilà, Régina, voilà ce que j'avais à présenter. Merci d'avoir éclairé notre lanterne, mais moi j'ai beaucoup de questions. Oui. Je vais me taire d'abord, je me dis que Deadlax a des questions, Shadi a des questions, Bénédicte en a aussi. Oh, beaucoup. Voilà. Oh, beaucoup. Là, je vais commencer par un apport. J'ai discuté avec un de mes oncles la dernière fois, il me disait, je comprends pas pourquoi il y a des gens, quand ils disent je perds l'appétit, je n'arrive plus à manger, ils vont prendre des produits, d'accord, pour manger. Il y a d'autres astuces, vous savez. Par exemple, tu te dis que tu as faim, que tu n'arrives pas à manger, d'accord. Va faire du footing. 10, 20, 15 km. Et reviens pour voir si tu n'auras pas faim. Ben voilà. Ce n'est pas une affaire d'aller prendre un médoc, un produit, etc. Tu dis que voilà, tu n'as pas le sommeil ces derniers temps, tu n'arrives pas à dormir et tout. Va faire du footing 10, 15 km et reviens pour voir si tu ne seras pas fatigué, que tu n'auras pas envie de dormir. 15 km. Enfin, c'est une estimation. Va faire ça et reviens pour voir si tu ne seras pas fatigué, que tu ne vas pas dormir. En fait, il y a des astuces, il y a des trucs qui sont assez simples qu'on peut faire pour régler en fait notre santé. Qui part du physique, enfin du mental pour aller au physique, ou encore du physique pour aller au mental, dans les deux sens. Donc quand tu en parlais, je me suis souvenu de ça en fait, c'est très important. Moi je m'arrête là. Merci Deadlax, merci vraiment, c'est des astuces dont j'ai besoin. En parlant de psychologie, je voulais te demander si tu connais quelqu'un qui a déjà vu un psychologue ou bien qui a vécu ce genre de situation personnellement. Oui, je connais des personnes. Et moi-même, j'avais eu à... avoir un psychologue? Oui, donc voilà. Je précise, je pense que vous n'êtes pas au courant. C'est une psychologue. Sérieux. C'est une psychologue. Donc, quand tu ne vas pas bien d'être lax, il faut arrêter d'aller faire du footing, il faut aller la voir. Elle va t'aider. Qu'elle va garder en fait le secret professionnel. Va savoir si elle sait faire ça. C'est une question. Régina, fais-moi confiance. Ah d'accord, c'est bien. Alors, des questions, très chères? Alors, j'ai une autre question. J'ai entendu parler que certaines personnes prennent des médicaments psychologiques. Donc, j'aimerais savoir si on peut faire confiance à ce genre de médicaments, s'il n'y a pas d'effets secondaires. Parce que certaines personnes prennent des médicaments psychologiques tout au long de leur vie. Je trouve ça vraiment dangereux. Donc, Oui, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que les téléspectateurs en pensent. J'aimerais bien savoir pour ma part si on peut faire confiance à ce genre de médicaments. Le médicament doit être prescrit un médecin, un psychiatre de préférence. Donc, c'est quand le psychiatre te prescrit le médicament, c'est parce qu'il y a vraiment besoin que tu le prennes. Du coup, vous savez, tout comme
des médicaments, il y a toujours des effets secondaires. Mais ce n'est pas vraiment conseillé. Quand, par exemple, vous faites face à la dépression, il faut avoir... C'est à partir d'un seuil, en fait, un seuil donné où on sait que après avoir écouté la personne, après avoir... Bon, là, on sait que, franchement, il faut... La personne a besoin des antidépresseurs. Voilà. Parce que pour certaines personnes, ça devient une habitude. Souvent, j'entends parler qu'avant de passer un examen ou bien un entretien de travail, certaines personnes prennent des médicaments pour calmer le stress. Donc, je me dis qu'on doit s'habituer nous-mêmes, on n'a pas forcément besoin Mais est-ce que des c'est médicaments. c'est le psychiatre qui a... Oui, j'ai une amie, c'est un psychologue qui lui a prescrit un médicament. Ok. Donc, avant de passer un examen ou bien quand elle est stressée, elle prend à chaque fois des médicaments psychologiques. Je me dis qu'on doit apprendre nous-mêmes à vivre certaines situations. On n'a pas besoin d'habituer notre corps à ce genre de médicaments. Effectivement, tu as raison. Mais je pense que c'est parce qu'elle en a vraiment besoin qu'on le lui a prescrit. Et aussi, c'est pas comme si elle le prenait tout le temps. C'est juste quand elle va faire face à certaines situations de la vie, des situations inhabituelles. Oui. Quand il y aura assez de stress, elle sera très, très anxieuse. Voilà, c'est en ce moment, elle prend le médicament. Donc, voilà. Donc il faut que la dépression atteigne un certain stade, un degré. Oui, parce qu'il y a différents types de... par prendre les médocs. Voilà. Réina, tu viens de parler tout à l'heure de psychiatre. J'aimerais savoir c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est deux personnes différentes? Déjà, un psychiatre, c'est un docteur. C'est une personne qui a fini de faire la médecine il y a 7 ans, il y a 8 ans. Et la personne se spécialise en psychiatrie. Donc, c'est un médecin. Donc, le psychiatre peut prescrire des médicaments, alors que le psychologue ne prescrit pas de médicaments. Voilà. Donc, une personne simple, normale, qui n'a pas fait de la psychologie peut jouer un rôle de psychologue, mais ne peut pas jouer le rôle de psychiatre. Voilà. Si je comprends Oui. bien. Donc, mais bon, la différence est assez vraiment minime. très Voilà. minime. Donc, C'est juste que le psychiatre, c'est un docteur. C'est un docteur qui a fait la médecine, qui s'est spécialisé en psychiatrie. psychiatrie. Voilà. Yoann, est-ce que tu penses qu'il faut d'abord ressentir des troubles avant d'aller voir un psycho ou par exemple pour la santé physique, parfois on va faire des bilans et tout, mais est-ce qu'il faut également de temps en temps aller voir un psychologue même si on n'a aucun problème pour voir si... Très belle question. Très belle question, vraiment. Bon, comme on l'a dit, le psychologue est là pour t'aider à exprimer ton mal-être, à t'aider à t'adapter aux situations de la vie. Donc, quand tu sens le besoin, quand tu vois que tu vas bien, déjà, l'entourage familier est déjà comment dirais-je, joue déjà le rôle premier. C'est quand ça ne va pas, voilà, c'est quand ça ne va pas qu'on va voir un psy. Voilà. Quand tu vas bien, pas besoin. Ce n'est pas comme quand on va faire les bilans. Sauf qu'il y a des gens qui le font, hein. C'est-à-dire qui reviennent du boulot le soir, ils ont un rendez-vous avec les psychologues pour leur raconter la journée. Par exemple, je rentre oui, je parce que tu n'as personne à qui parler, Voilà. donc tu peux aller voir. Donc, il y a des gens qui le psychologue est là, il t'accorde son oreille attentive. Monsieur le psychologue, ce matin j'étais à la télé, j'ai animé avec Regina et tout, ça s'est bien passé. Genre la personne raconte un peu sa journée, parce qu'il a besoin en fait de parler. Quoi, voilà. Malgré que tout va bien. Non, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Parce que tu as besoin de parler à quelqu'un, puis il n'y a personne. Donc quand tu vas voir le psy, c'est parce que tu te considères comme ton ami. Parce que tu as besoin d'exprimer, de partager ta journée. Mais après l'avoir vu le psy, tu reviens, tu es toujours seule. Ouais. Oui, mais quand même, tu as exprimé ton mal-être. Tu as discuté avec quelqu'un. Et voilà des petites nuances qu'il faut faire dans les choses. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler tout au long de cette aventure, d'autant plus qu'on ne parlera que de la santé mentale. Alors, merci Miss Réina de nous avoir éclairé la lanterne. Ça commence par être intéressant et je pense que ça le sera tout au long de l'aventure, surtout avec les 3 discuteurs à droite. Alors, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi de près ce que Réina vient de nous raconter. En réalité, c'est très important de maintenir sa santé mentale en état. Et quand vous n'allez pas bien, comme elle vient de le dire,
contacter un psychologue, parlez à... Bon, si vous n'êtes pas d'abord en mesure de contacter un psychologue, parlez à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne pourra pas vous juger. Alors, la famille est très importante pour tout un chacun. Restez soudés entre vous, c'est ce que je dirais. Et je précise que Rowena est psychologue. Elle a fait la psychologie. Donc, pour les personnes qui en auront peut-être besoin, vous pouvez toujours contacter pour voir s'il y a possibilité de rentrer en contact avec elle. Alors, nous restons branchés, nous restons câblés. Nous revenons après l'intermède pour parler de quelque chose de bien plus intéressant encore. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. Alors, nous venons de parler de la santé mentale. Nous en avons parlé parce que c'est très important. Et nous venons de parler des coachs de vie qui jouent le rôle de psychologues sur les réseaux. Mais il n'y a pas que les coachs de vie sur les réseaux. Il y a aussi plein d'autres choses comme les influenceurs, comme les faiseurs de vidéos du moment. Et ce sera une partie de notre aventure aujourd'hui. Alors, nous allons entamer avec une chronique très intéressante avec M. Deadlax. Bonjour Deadlax, de nouveau. Régina, bonjour chers collègues, comment est-ce que vous allez? Très bien, moi je vais bien. La santé mentale est en état. On vient de Alors, faire tu vas un peu... bien? Ouais, je vais super bien, ça va. Je pète la forme. J'ai une bonne santé mentale, pour rassurer. Waouh, c'est intéressant. Il le faut. Tu Dis-moi. vas nous parler de Web Rose, c'est ça? Oui, je parle de Web Rose. Voilà, pour ceux qui sont à la maison, qui veulent lire. Web Rose. Rose, c'est ma rubrique. Donc le web devient rose. Le web a toujours été rose. Il est Wow. même Bon, en ça rose. n'a... Pardon? Tu es même en rose. Ben, il le faut, Justement. hein. Rose. Waouh. Faut le C'est faire. pour moi, la Et puis Rosée ça, matinale. Il faut le Ça faire. te va. Ça me va? Ah, merci. Merci. Bisous à vous à la maison. Hein. Alors, Bisous rose. Bisous Rose, justement. à vous. Alors, on va parler un peu de Web Rose. Qu'est-ce que c'est? C'est toute l'actualité ou tout ce qui concerne un peu le web ou encore les médias, les réseaux sociaux. Ce qui est important parce qu'aujourd'hui, on voit un peu cet avènement, d'accord, des réseaux sociaux ou encore des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître et tout. Donc aujourd'hui, on va parler de ceux qu'on appelle les influenceurs. Les influenceurs. L'expression, vous l'avez déjà écouté et appris quelque part, les influenceurs. Qui sont-ils? Qui est influenceur? Comment devient-on influenceur? Est-ce que c'est par autoproclamation, voilà, ou encore par désignation? À quel stade, d'accord, il faut être pour faire ce genre de choses? Parce qu'à un certain moment ou dans certains pays, c'est plutôt comme un métier, d'accord, qui rapporte en fait de l'argent. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans ces aspects-là. Alors pour la question au départ, influenceur, pour vous c'est quoi d'abord? Un influenceur. Là, Nous ça va sommes en classe, commencer qui veut par- parler? Ça commence La personne par qui veut parler, tourner, laisse ça commence par tourner de la lève le tête. doigt, la personne qui veut parler, lève le doigt. Oui? Alors pour moi, un influenceur, c'est Oui. une personne qui impacte la vie Hmm. des gens de par son audience Oui. sur les réseaux sociaux. Hmm. Elle impacte la vie de ceux qui la suivent. Mhm. Elle fait de la publicité pour des marques parce qu'elle influence l'opinion et la consommation des gens. Voilà. C'est bien. En fait, c'est dans le canevas, c'est dans la définition, parce qu'il n'y a pas une définition assez stable, encore standard. Mais en fait, dans la forme, c'est la personne qui utilise les médias sociaux, les réseaux sociaux pour se faire de la visibilité, pour se faire de la notoriété. Pas seulement pour lui, d'accord, mais aussi pour les marques, les entreprises, etc. La personne qui arrive quoi? À impacter, d'accord, sa communauté, soit lui, sa famille, son entourage, etc. Aujourd'hui, on voit un peu ce genre de personnes qui sont sur les médias sociaux, qui font des vidéos, des lifestyles, qui font encore des blogueurs, qui écrivent des articles et tout, et qu'on appelle, qui passent en fait de blogueurs à influenceurs. En réalité, il faut comprendre en fait que pour la petite histoire, c'est Forbes, d'accord, le magazine américain qui a révélé cette expression. Auparavant, on parlait plutôt des hommes influents, et ça allait en fait par classification
les 10, les 20 et tous les hommes les plus influents du monde. Et dans cette thématique, on voit un peu les gens, les personnalités les plus riches, les personnalités puissantes, d'accord. On peut voir les présidents, les hommes d'affaires, les millionnaires, etc., les businessmen. Mais arrivé à un certain moment, on a vu qu'il n'y a pas que ce côté-là de la chose en réalité. Il y a des gens en fait qui sont influenceurs ou influenceuses, enfin des hommes influents, si je garde encore l'expression, voilà, qui sont des hommes influents, mais qui sont plutôt dans la mode, d'accord, qui sont dans la beauté, qui sont dans le cinéma, qui sont dans la musique, qui sont dans beaucoup ou de différentes catégories. Et là maintenant, il faut vouloir maintenant revenir à la source et voir un peu donner en fait l'opportunité à ces gens-là de se faire voir par ce qu'on appelle donc les influenceurs. L'expression est revenue par après. Aujourd'hui, ça a pris sur le marché, je dirais, le marché du web. Et tout le monde se dit d'une certaine manière, ceux qui sont donc sur les réseaux sociaux aussi se disent influenceurs. On influence sur les médias sociaux. Il faut savoir, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications de réseaux sociaux, lesquelles vous connaissez déjà, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, etc. Et qu'est-ce qu'il faut? Voilà, Snapchat justement, pour les jolies photos. Voilà. Il faut comprendre aussi que dans cette histoire d'influenceurs, il faut arriver à un certain nombre d'abonnés, d'accord, ou arriver encore à un certain nombre de j'aime pour pouvoir avoir ce qu'on appelle le taux d'engagement ou impacter sa communauté. Alors, au Togo ici, on est à près de 7 millions d'habitants, enfin 7 ou 8 millions d'habitants environ. Et il n'y a que 650, selon les chiffres, il n'y a que 650 000 personnes en réalité qui sont vraiment sur les réseaux sociaux, qui l'utilisent en plein temps. Alors, si parmi les 650 personnes qui sont sur les réseaux sociaux, il n'y a pas tout le monde, d'accord, qui soit peut-être sur Facebook ou encore sur Instagram, peut-être la moitié ou plus de la moitié. Si vous êtes sur Facebook et que vous avez peut-être 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, je vais vous donner un peu ce petit calcul mental. Je vais donner les expressions macro, influenceur, nano ou méga. Voilà. Dans quelle catégorie vous pensez qu'on peut se situer quand on est dans les par exemple 10 000, je donne par exemple 10 000 abonnés sur Facebook? Je dirais nano. Nano? Nano? Je dirais micro. Micro. Alors, on va voir un peu ce que les chiffres me donnent. Quand vous êtes macro-influenceur, d'accord, vous êtes à partir de 100 000. À partir de 100 000, entre 100 000, d'accord, et 1 million d'abonnés. Là, vous êtes appelé macro-influenceur. Voilà, c'est les chiffres qui le démontrent. Quand vous êtes en micro-influenceur, vous êtes à moins de 100 000, c'est-à-dire inférieur ou égal, ce qu'on nous a appris à l'école, inférieur ou égal à 100 000. Voilà. Maintenant, quand vous êtes nano, vous êtes à inférieur ou égal à 10 000 abonnés. Pas seulement sur Facebook, sur votre réseau social. Donc le prix, c'est pour qui finalement? Ben voilà, il faut voir. Le prix, c'est pour qui parlait de nano? Qui a donné le bon chiffre? Bénédicte aussi, on a parlé. Donc tu as plus 5 sur ta note. Waouh. Merci. Donc, merci monsieur l'enseignant. Voilà un peu, quand on parle un peu de chiffres, d'accord, ce que ça est. Je rappelle encore, pour les macro-influenceurs, c'est à partir de 100 000, entre 100 000 et 1 million d'abonnés. Maintenant, pour ceux qui sont appelés les micro-influenceurs, c'est inférieur ou égal à 100 000 abonnés. Et puis pour les nanos, c'est inférieur ou égal à 10 000 abonnés. Vous voyez un peu. Maintenant, je rappelle encore, au Togo ici, on a 650 000 personnes qui sont réellement sur les réseaux sociaux. Donc avec déjà ce chiffre, est-ce que selon vous, on pourrait parler vraiment d'influenceurs ici, sur la sphère digitale au Togo? Est-ce qu'on pourrait réellement parler d'influenceurs? Je pense, oui. Je pense parce que s'il y a 650 000 personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont accès aux réseaux sociaux, et que tu arrives à avoir 50 000 abonnés, donc franchement, tu seras tout content. Parce que déjà, tu seras fier de toi si le travail que tu fais est déjà bon et qu'il y a beaucoup de personnes qui t'encouragent, les personnes par leurs commentaires, leurs avis, ils te donnent du courage à continuer ce que tu fais, que voilà, plus le temps passe, plus il y a d'abonnés. Donc c'est que, bon, je pense que tu seras tout content. Moi, je pense qu'être influenceur, ce n'est pas seulement le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt le fait de représenter une marque
Le fait d'inciter les gens à acheter des produits, c'est ce qui fait de vous un influenceur. Un influenceur, ce n'est pas seulement partager des trucs sur les réseaux sans objectif. C'est un métier au fait de nos jours, comme un journaliste par exemple, un influenceur aussi. Il est très engagé dans son métier. Il doit, coûte que coûte, attirer l'attention de ses internautes. Donc, si je comprends bien, à ton avis, les personnes qui ont plusieurs abonnés, mais qui ne font rien de bien spécial sur leur page, ne sont pas des influenceurs? Pour ma part, non. Parce que le terme influenceur, c'est une forme de publicité au fait d'aujourd'hui, de nos jours. Les marketeurs utilisent les influenceurs pour communiquer, pour augmenter la notoriété de leur entreprise, de leurs produits. En réalité, elle a touché du doigt un point que j'aimerais développer par après, mais c'est très important de le savoir. Aujourd'hui, c'est quoi le métier? En fait, c'est quoi le contenu, le concept de ce métier-là, d'accord, d'influenceur? Parce que ça devient maintenant un métier, je le disais tantôt. Alors, des gens arrivent juste sur les réseaux sociaux pour nous parler, nous raconter un peu leur voyage, leur quotidien, leur vie, ce qu'ils ont mangé au restaurant. Ils font des vidéos dans les restos chics et classe et tout, dans les salons d'esthétique, de beauté. En fait, ils nous racontent leur vie, c'est-à-dire le lifestyle. Il y a des gens qui arrivent un peu à impacter, d'accord, qui sont un peu, comment dirais-je, des leaders d'opinion, d'accord, qui vous amènent un peu à adhérer à un certain nombre de valeurs. Si je me dis, par exemple, moi, parmi mes valeurs, je défends, par exemple, la femme, ou encore ce qui a trait au harcèlement, agression, enfin, contre les femmes et tout, je dirais que je suis un leader d'opinion dans ce genre de thématiques. Et là, j'arrive à impacter les gens dans ce genre de situation, vous comprenez? La place qu'occuperait cette personne qui fait dans ce genre de choses et la place qu'occuperait une autre personne qui raconte un peu sa vie, qui fait dans le lifestyle. Vous voyez un peu que ça tient plutôt sur la balance. Ça devient maintenant de l'impact qui impacte plus sa communauté. Et là, tu as raison quand tu disais tout à l'heure qu'il faut en réalité impacter d'une certaine manière. Et plus loin, d'accord, arriver à travailler avec les marques et les entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui veulent avoir de ces personnes qui défendent des valeurs, qui sont crédibles en réalité, qui puissent amener, en fait, qui puissent drainer un certain public vers leur entreprise ou encore leur marque. Et aujourd'hui, on voit un peu l'avènement des ambassadeurs. Car récemment, sur la toile, vous aviez un peu beaucoup, en tant d'artistes qui ont signé qui ont signé avec des marques de la place et tout. Donc, ces personnes, ces marques d'abord, ont en réalité compris l'importance en fait de ces artistes-là et on vit un peu leur taux d'engagement, leurs abonnés et tout ce qui va avec. Donc c'est une question en fait de calcul et tout. On étudie un peu la sphère digitale que la personne a, on voit un peu sa crédibilité, on voit un peu ses fans, on voit un peu le message que cette personne-là passe, qui touche en fait une couche sociale de la population. Et la marque se dit, ok, si je veux peut-être me drainer dans ce genre de choses, il faut voilà que je puisse appeler cette personne-là avec ses fans. Je crois que je pourrais avoir un peu plus de notoriété et de visibilité. Et dans ce cas, tu as raison. Donc, quand tu es influenceur, il faut arriver à impacter. Et le plus gros boulot dans ce genre de situation, c'est pouvoir maintenir en fait ou de fidéliser sa communauté. Parce que tu pourrais perdre en fait tes fans à un certain moment, à un certain degré de la chose. Vous comprenez? Voilà. Voilà. C'est très important. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, les célébrités sont des influenceurs ou c'est des célébrités? Simplement. Alors, pour répondre à ta question... Parce que tout de suite, tu parlais de chiffres. Tu me disais que lorsqu'une personne a entre 100 000 abonnés, c'est ça? Et 1 million. 100 000 et 1 million. La personne est macro-influenceur. Voilà. Et les célébrités en ont. On est d'accord. J'aimerais savoir, est-ce que les célébrités sont des influenceurs? Alors, je vais d'abord partir sur l'exemple de la première influenceuse française. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette personne. De toutes les façons, c'est dans l'aventure. On reviendra pour parler un peu de ce grand influenceur de par le monde entier, d'Afrique et d'ailleurs. Alors, cette personne-là, c'est une Française qui s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup, je dirais même près de 20 millions d'abonnés. Mais la plupart de ces abonnés ne sont pas en France, ils sont en Amérique, aux États-Unis et tout. Alors ta question c'est de savoir si une célébrité
pour être influenceur. Voilà. Pas s'il pourrait être un influenceur. Pas si elle pourrait être un influenceur. Mais si, justement, si elle est un influenceur. D'accord. Cette personne dont je vous parlais tout à l'heure, la française, elle n'est pas partie de l'état de célébrité. D'accord. Elle est partie entre griffes de rien du tout. Elle est arrivée aujourd'hui d'abord à être célèbre et ensuite à influencer sa communauté. Donc quand on parle d'influenceur, vous pouvez partir de rien, devenir célèbre grâce à l'influence que vous avez sur votre communauté. Maintenant, de l'autre côté, il y a des célébrités, d'accord, ces stars de football, de cinéma ou encore de musique. Comme Lionel Merci. Beyoncé. Qui aujourd'hui sont des influenceurs. Parce qu'à la base, on connaît beaucoup de stars. Il y a des stars qui ne sont pas vraiment, présents sur la toile d'une certaine manière, ou ne sont pas vraiment pris par leur communauté, comme d'autres stars. Alors, de ces célébrités-là, encore de ces stars-là, maintenant, il y a des gens qui arrivent un peu à influencer, à traiter ou encore à avoir des partenariats avec des marques et à influencer. Aujourd'hui, quand on prend Angélique Kidjo, qui est ambassadrice, je crois, UNICEF, ou je ne sais pas trop si les téléspectateurs le savent, ils n'ont qu'à me rafraîchir la mémoire. C'est une célébrité, d'accord, mais aujourd'hui, elle influence avec cet organisme, d'accord, international, d'une certaine manière, pour pouvoir apporter une touche particulière à sa communauté en Afrique et partout dans le monde. Elle est célébrité, elle est star, mais aujourd'hui, elle influence. Maintenant, c'est comme un médecin qui te prescrit un médicament et tu as une certaine confiance. Il installe un certain climat de confiance entre toi et lui et tu es d'avis pour prendre ce médicament parce que c'est lui qui te l'a prescrit. Si aujourd'hui, moi, en tant qu'influenceur, je te dis, voilà, Web Rose, il faut suivre Web Rose, c'est très important chez les téléspectateurs, il y a de la matière dedans et tout, je t'influence. Tu ne rateras pas cette rubrique-là, encore cette émission, parce que voilà, c'est très important. C'est moi qui te le conseille. D'une certaine manière, je donne un autre exemple. Quelqu'un qui est ambassadeur ou encore influenceur par rapport à une marque de téléphone. Juste parce que vous avez cette personne a installé un climat de confiance entre lui et vous. Cette personne-là vous prescrit d'une certaine manière ce produit, cette marque. Vous y adhérez carrément. Vous y adhérez. Sans poser de questions. Sans poser de questions. Parce que c'est Beyoncé qui l'a dit, c'est Beyoncé qui l'a porté, je le porte aussi. C'est Lionel Messi ou encore c'est Cristiano Ronaldo qui l'a dit ou qui a fait un spot là-dessus, je le fais aussi. Vous ne me posez pas de questions, vous y allez simplement. En fait, on vous téléguide d'une certaine manière. C'est le marketing d'influence. C'est un rapport avec la psychologie. Donc ça, c'est le marketing d'influence. Donc c'est ce que voilà, c'est le marketing d'influence, c'est l'expression. Il y aura des expressions qu'on aura découvrir un peu dans cette aventure. Donc là, on parle de marketing d'influence où vous arrivez à téléguider, à impacter, à drainer quelqu'un, à arriver à faire adhérer en fait un produit à cette personne-là, d'accord, pour qu'elle puisse justement utiliser, consommer le produit que vous lui conseillez. Intéressant. Maintenant, moi je me rends compte que tout le monde est devenu influenceur. Là, tu viens de me parler du terme, tu viens de me parler de l'authenticité de la chose. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est influenceur. Enfin, tout le monde se proclame influenceur. Est-ce que, déjà, j'aimerais savoir, est-ce que influenceur, c'est un terme qu'il faut utiliser comme ça? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire je suis influenceur? Est-ce que c'est par autodésignation? Voilà, c'est la belle question. Est-ce que c'est par autoproclamation ou encore par désignation? C'est vrai, aujourd'hui, il y a des gens qui s'autoproclament influenceurs parce qu'ils ont atteint un certain nombre d'abonnés, parce qu'ils ont atteint un certain nombre de likes ou encore de j'aime sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont beaucoup plus de commentaires et ils se disent « je suis influenceur ». Vous savez, vous pouvez avoir 100 abonnés, mais votre taux d'engagement ou encore les commentaires qui vont sous vos posts peuvent atteindre les milliers. Et indirectement, ou vice-versa, quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui n'a pas ça, mais qui a un taux d'engagement, qui dépasse ça plutôt, mais qui a un taux d'engagement qui est assez moins. Voilà, c'est dû. Ouais. Il n'est pas à louper qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui boostent leur nombre d'abonnés. Et puis, ils vont dire que voilà, qu'ils sont des influenceurs. Voilà une autre histoire. La boost. Oui. On va en parler après. Je reste plutôt dans la réponse à ta question. Alors, quand on dit qui peut s'auto-proclamer influenceur ou qui on peut désigner
influenceur? La réponse à la question, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, de ces gens-là qui, la balance qui penche un peu de ceux qui ont un certain nombre d'abonnés mais qui ont un taux d'engagement qui est faible et vice-versa. C'est dû en fait à quoi? Au contenu, d'accord, à la ligne éditoriale de ce que vous dégagez sur les réseaux sociaux. Je m'explique autrement. Si vous avez une thématique, d'accord, qui touche un peu à la sensibilité humaine, le cancer du sang, le cancer de l'utérus, le port du casque, en fait, des thématiques qui touchent à la sensibilité humaine, vous remarquerez que vous aurez un peu plus de commentaires de taux d'engagement d'une certaine manière. Aujourd'hui, avec la jeunesse qui déborde un peu, quand on prend les statistiques, on ne fait que parler, ou ce qui les touche réellement, c'est les histoires de couple, le sexe, la mode, et comment dire... Comment devenir riche. Comment devenir riche. Voilà, la cuisine, la gastronomie. En fait, il y a de cette thématique-là qui touche un peu. Donc, il faut en fait faire, comment dire, une étude de marché ou un code de terrain d'une certaine manière. Essayer de voir un peu quelle est ma cible tout d'abord, à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'ils aiment en réalité et tout. Et voir un peu jusqu'à quel niveau il faut maintenir sa ligne éditoriale, d'accord, pour avoir un taux d'engagement qui reflète un peu votre personnalité. Maintenant, dans ces situations, vous vous appelez, vous autoproclamez influenceur parce que vous avez hâte. Ne riez pas. Vous autoproclamez, d'accord, être influenceur, comment dire, vous volez la vedette à quelqu'un. Vous vendez donc cette expression-là, vous dites voilà, moi je suis influenceur et tout, j'influence ma communauté. Allez un peu sur la page de la personne pour voir un peu ce que la personne fait en réalité. Votre communauté doit en réalité trouver en vous de l'influence et arriver à vous dire que vous êtes influenceur. Ce n'est pas donc de l'autoproclamation. Je suis désolé. Je suis désolé, hein, ce n'est pas de l'autoproclamation. Retenez la leçon. Votre communauté doit arriver à vous dire, monsieur, madame, mademoiselle, vous arrivez à m'influencer. Il faut voir dans les commentaires. J'aime bien ce que tu fais, tu as changé ma vie, j'ai suivi tes conseils, ça a changé ma vie, etc. C'est dans ce genre de situation que vous aurez compris, en fait, que vous influencez une certaine communauté. Vous comprenez? À défaut de donne-moi ton numéro, tu es très belle, est-ce que tu peux sortir avec moi? Ce n'est pas ce taux d'engagement-là dont on parle et dire après que je suis influenceur. Vous influencez quelqu'un, mais d'un autre côté en réalité. Certes, vous influencez quelqu'un. Voilà ce que j'allais dire. Ouais. En fait, la personne influence quand même. Vous influencez quelqu'un. Voilà, mais ça dépend de ce que vous cherchez en fait à travers votre ligne éditoriale. Il y a une question qui me revient en tête d'Eddax. Je voulais te la poser avant, mais je me suis dit j'allais te laisser continuer. Ouais, dis-moi. Tu es parti sur la base des personnes, des hommes influents. J'aimerais savoir si les hommes influents, c'est encore les influenceurs. Si c'est le terme qui a changé, s'il y a aujourd'hui une différence. Aujourd'hui, il n'y a pas grande différence, mais la différence y est. Alors, quand on parle des personnalités ou des hommes influents, je rappelais tout à l'heure qu'on parle un peu des célébrités, des hommes politiques, des businessmen, des gens qui sont un peu dans les organismes, voilà quoi, des organismes internationaux et tout. Vous comprenez? Quelqu'un qui puisse impacter une communauté dans une campagne présidentielle électorale, par exemple. On sait que voilà, c'est un leader d'opinion, c'est un leader d'opinion. Il peut drainer la jeunesse à pouvoir voter pour quelqu'un et tout ça. C'est les hommes influents. En matière, par exemple, de trading ou encore de ce qu'il y a de nos jours, le trading et puis le bitcoin ou encore, voilà, ces monnaies digitales. On sait que voilà, cette personne-là peut influer ou influencer quelqu'un d'une certaine manière. Ça, c'est les hommes influents. Et dans ces personnes influentes, on retrouve aussi des influenceurs. Enfin, comme de nos jours aujourd'hui. Comme de nos jours aujourd'hui. Il faut savoir en fait utiliser le digital. Il faut savoir utiliser le digital d'une certaine manière, le web, pour pouvoir passer peut-être d'homme influent. Un homme influent, d'accord, on vous connaît, on a pour vous cette cote de popularité, cette notoriété et un certain respect d'une certaine manière. Alors, vous pouvez utiliser cette même casquette que vous avez pour devenir après un influenceur et pourquoi pas avoir de l'influence, enfin faire du marketing d'influence et travailler avec d'autres marques si c'est possible. Donc, tous les influenceurs ne sont pas des personnes influentes et toutes les personnes influentes ne sont pas des influenceurs. Non. Il y a une différence. Il y a une différence. J'influence peut-être le petit de mon quartier à la maison,
me voient comme peut-être le grand frère, le modèle, ils veulent ressembler au grand frère et tout. D'accord, j'influence d'une certaine manière. Est-ce que je suis une personnalité influente en réalité? Dans ton quartier. Dans mon quartier, dans ma communauté. Est-ce qu'en réalité, je suis une personnalité influente? Gros point d'interrogation. En rouge. En rouge, bien sûr. Alors, Mais on le fait en rose. Donc, En rose, n'est-ce gros pas? point d'interrogation en rose. Donc, la personnalité ou l'homme influent, il est très bien influent de par sa désignation ou encore sa proclamation, mais il peut ne pas influencer une personne ou une autre sur une certaine thématique ou encore sur une prise de consommation d'un produit donné. Vous comprenez? est-ce qu'il y a... Oui. Comme tu le disais, je pense que on influence dans un domaine donné. On influence dans un domaine donné, peut-être pas dans la gastronomie, dans le domaine du sport. On influence dans un domaine donné. Mais bon, pour la jeunesse aujourd'hui, ce que nous aimons voir beaucoup plus sur les réseaux sociaux, c'est quand une personne va en voyage, le lifestyle en fait, Ouais. et sortir, tout ça. Donc du coup, je pense que c'est la mode. La beauté, surtout les filles, ceux qui font comment tracer les sourcils, L'histoire de make-up. qu'est-ce qu'il faut porter, comment arriver à agencer les couleurs. Je pense que ces personnes ont beaucoup plus de notoriété sur les réseaux sociaux. Voilà. Et Deadless disait quelque chose tout à l'heure par rapport à, comment dirais-je, Taux d'engagement. non, à l'étude du terrain, à De l'étude marché, d'une à certaine l'étude manière. du marché qu'il faut Oui. faire. Mais je constate que la plupart du temps, je me demande, est-ce que les marques, les entreprises qui s'approchent des influenceurs, Oui. est-ce que les influenceurs ont le temps de tester les produits avant de nous les présenter? Parce que après, tu peux juste acheter parce que tu as vu la publicité, mais il n'y a pas un rapport entre la qualité et le prix. Et aussi, d'habitude, ils font promo, aller acheter, comment dirais-je, on achète par exemple cette tasse promo. Si par exemple Deadless est influenceur sur les réseaux sociaux, il va dire Deadless 10, c'est le code promo. Je me dis, est-ce que après la promotion, ces entreprises vendent vraiment leurs produits? Vous savez, je vais d'abord partir de cette phrase-là. On dit, vous savez ce qu'on appelle la publicité mensongère? C'est ce qu'on appelle la publicité mensongère. Ah, je ne suis pas canon. D'accord, on va pas rentrer dans les détails. Mais il faut comprendre qu'en fait, quand on est dans le rôle d'un responsable marketing communication dans une entreprise, en fait, c'est son rôle de pouvoir détecter des influenceurs ou des gens qui puissent arriver à drainer ou à apporter de la visibilité, de la notoriété à leur marque ou à leur entreprise. D'accord? Maintenant, cette personne, quand on approche avec cette idée de partenariat, à la base, si la personne a un staff, d'accord, un chargé de communication, un manager et tout, le mieux, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de tester d'abord le produit. Mais je me dis, on te propose un contrat de vente 30 millions, 40 millions, voilà, pour faire de la publicité pour peut-être cette tasse. D'accord? Est-ce que tu auras besoin de la jeter par terre pour voir si elle va se casser ou pas, de tester un peu la qualité, la ténacité de la tasse et tout? C'est pas la peine. On te donne un test. Cette tasse-là, elle est super belle. Voilà, utilisez cette tasse. Même quand elle tombe de 100 mètres, elle ne va pas se casser. Et tout. Tu fais de la publicité. C'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui Mais part. la Tu fais de la publicité sans pour autant peut-être tester vraiment le produit d'une certaine manière. La publicité reste la publicité. C'est ton rôle. Mais après tout, je me dis, s'il n'y a pas un bon rapport entre la qualité et le prix, vous pouvez perdre vos abonnés, vos followers. Vous pouvez les perdre parce que quand ils ont utilisé le produit, ils ont vu que c'est pas de la qualité, c'est pas une bonne chose en fait. Vous pouvez perdre. Donc il faudrait que les influenceurs regardent aussi l'intégrité. L'intégrité du produit. Il faut que les influenceurs gardent leur intégrité. Mais ce qu'on ne sait pas, ou ce que peut-être les autres ne savent pas, c'est que ce n'est pas vous seulement qui perdez vos fans ou encore vos abonnés. Mais la marque elle-même perd aussi en visibilité, en notoriété, et son chiffre d'affaires descend en réalité. Vous voyez, vous faites de la publicité pour un produit qui n'est pas vraiment bien ou encore qui n'est pas solide et tout.
Après, vous perdez. En qualité, on se dira, mais bon, peu importe celui qui l'a présenté, bon, voilà, le produit ne tient pas du tout. Je suis désolé, voilà, moi, je n'y adhère plus. Bah, pour la petite histoire, j'ai suivi un témoignage d'une fille qui disait que voilà, qu'elle a commandé quelque chose de par une influenceuse ou quoi que ce soit. Et puis juste après, la personne a disparu. La personne avait des photos sur son compte et tout. Mais dès qu'elle a commandé, qu'elle a envoyé l'argent, on aura le temps d'en reparler. C'est des petits détails qui reviennent. C'est dans le web rose. On aura décortiqué un peu ce genre d'aspect, des gens qui commandent des produits sur le net. Et à l'arrivée du produit, vous vous rendez compte que ce que vous avez vu en photo, ce n'est pas vraiment ce que vous avez là devant vous. Il y a toute une différence, quoi. Voilà. D'accord. Donc, en résumé, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de... En résumé, aujourd'hui, on a parlé dans le web des influenceurs. D'accord? Qui est influenceur? À quel stade on peut devenir influenceur? Comment impacter sa notoriété et tout? Demain, on reviendra un peu plus dans d'autres détails. L'aventure continue. Restez branchés, restez scotchés. C'est dans le web rose. Bye bye. Merci d'être là. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette première édition matinale. Et merci d'être restés, merci de nous avoir suivis. Ce sera la même chose, ce sera les mêmes délices demain. Restez branchés, nous allons nous revoir demain à partir de 6h. Bonne journée à vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.